Alors maintenant que les présentations sont faites, est-ce que tu peux nous expliquer l'objet et l'esprit de ce nouveau blog Sévèrement Français? Alors la raison d'être de ce blog, c'est bien évidemment d'exprimer une certaine ligne. Et on aura compris à travers la petite présentation que j'ai faite de mon parcours qu'on ne va pas entendre des discours sociolibéraux, centristes, voire même démocrates chrétiens. Parce que j'ai voulu, oui, répondre à la question « qui parle ?» question nietzschéenne, plutôt qu'à la question « d'où tu parles ?» d'ailleurs, éminente interpellation de 1968 justement, c'est très 68 art, d'où tu parles, d'où tu parles. Non pas que cette question n'ait pas de sens, mais elle rend une tonalité assez agressive, une tonalité exclusivement classiste, hein, c'est-à-dire depuis quelle position de classe tu parles. Alors c'est essentiel les positions de classe, mais il me semble que la question nietzschéenne qui parle est bien plus large parce que elle demande simplement quelle force, quel régime d'affectivité, quelle sensibilité, quel imaginaire s'exprime dans tel ou tel discours politique, dans telle ou telle formation idéologique. Donc, je suis un patriote, je suis un nationaliste. D'ailleurs, il me semble que la distinction, alors battue et rebattue à partir de la formule de Romain Gary, le patriotisme c'est l'estime de soi, le nationalisme c'est la haine des autres, est une distinction qui finit par être un peu couille molle. Hein. Bon, parce que d'abord, la haine des autres, bah, ça dépend de l'autre. Hein. L'autre, ça va 5 minutes. Si le visage de l'autre, c'est celui de Gerhard Waffen-SS qui vous envahit en 1940, ou si c'est celui de Salah Abdeslam aujourd'hui, ou pour n'oublier personne, si c'est celui de Benyamin Netanyahou, eh bien, il n'y a aucune raison d'estimer l'autre. Parce que au fond, ces dernières années, la proposition s'est inversée. C'est-à-dire qu'il faudrait être dans la haine de soi et l'estime de l'autre. Bon, eh bien évidemment que je m'inscris totalement en rupture et j'oppose un refus frontal et massif à ce type de perspective. Par ailleurs, oui, donc patriote, nationaliste, tout ça se tient. Pour ceux qui auraient peur de l'ethno-racialisme ou du nationalisme racial, qui pourrait renaître en France, je leur dis d'abord qu'il ne peut pas renaître parce qu'il n'a jamais existé en France. Et d'ailleurs, les indigènes de la République là, et autres francophobes militants issus de l'immigration postcoloniale, et les journalistes type Le Cours Grand Maison, etc., qui sont animés d'une haine de l'histoire de leur pays, ou de ce pays qu'ils ne considèrent pas comme être le leur, ou qu'on considère comme être leur oppresseur, eh bien, quand ils font de la France un portrait génocidaire, le portrait d'une nation exclusivement mue par la violence à l'égard de l'étranger, on peut leur dire qu'ils racontent d'abord strictement n'importe quoi et qu'ils écrivent l'histoire d'autres pays. Ils écrivent sans doute l'histoire des Arabes qui, au moment de la conquête succédant à l'Hégire, vont perpétrer des massacres sans nombre, que ce soit vers l'Est jusqu'à l'Inde et jusqu'à l'Espagne. Ils confondent sans doute avec l'Amérique génocidaire qui a sur la conscience une dizaine de millions de morts chez les Native Americans. Bref, la France a dans son histoire des pages sanglantes. Il y a ce qu'on peut estimer être des fautes. Il y a eu des répressions, il y a eu des guerres. Mais en aucun cas, la France n'a sur la conscience un génocide. Donc, voilà, que ces gens qui n'ont reçu d'elle que des allocations, une éducation et une instruction gratuite, laïque et obligatoire, et des perspectives qui doivent leur faire cruellement défaut dans leur pays d'origine ou dans leur pays de fantasme originel, eh bien, s'en avisent. Bref, je referme cette parenthèse. Il s'agit donc de défendre une conception que je qualifierais volontiers, que je définirais volontiers comme un souverainisme identitaire. C'est-à-dire que pour moi, il s'agit de rassembler ces deux pôles-là, souveraineté de l'État et défense de l'identité morale, culturelle française. Parce qu'en réalité, on a bien tort d'opposer l'un et l'autre. Sans l'une, l'identité, le souverainisme ou la souveraineté de l'État risque d'être vide, mais sans l'autre, la souveraineté de l'État, l'identité culturelle, la défense communautaire de soi, risque d'être impuissante.
Bon, quant à l'histoire de France que j'évoquais, je suis là aussi parfaitement syncrétiste. Je me définirais volontiers comme monarcho-républicain. J'ai dans mon cœur et dans mon imaginaire la mémoire, le souvenir des 43 qui ont fait la France, mais aussi des grands hommes qui ont fait la République. À mes yeux, l'histoire de France, et j'aurai l'occasion d'y revenir d'ailleurs sur l'évaluation du déclin français, ne s'arrête pas en 1789, ni en 1815, ni en 14-18, ni en 1940. Et c'est plutôt à l'égard de 68 que les patriotes actuels ont à se déterminer. Bien, et donc... souverainisme identitaire, monarcho-républicain, je me définirais volontiers comme un gaulliste intégral, appellation d'origine contrôlée. Et il s'agit pour moi, bien évidemment, de défendre les Français et le peuple français intellectuellement, bien évidemment. Il s'agit d'un blog, pas d'un parti politique, dans les lignes les plus profondes de son histoire. Et puis... de parler pour ces Français qui aujourd'hui sont seuls parce que toute alliance communautaire est une impasse, et ça je le dis très clairement, de la même manière que le fantasme d'une sorte d'insurrection des peuples de souche européens, ça me paraît parfaitement illusoire. Il peut se passer un certain nombre de choses et de coordination, mais il n'y aura pas d'entraide directe de ce point de vue-là, nous sommes seuls. Pour parler clairement, parce que j'entends sur ce blog parler dru et net, la pire impasse, c'est de s'allier aux communautaristes juifs contre les communautaristes musulmans ou aux communautaristes musulmans contre les communautaristes juifs. Nous n'avons qu'à y perdre. Ces deux communautarismes cousins d'ailleurs, hein, là pour le coup c'est la même souche théologico-politique, suivre leur propre course, une course messianique dans laquelle la France n'est au mieux qu'une étape, au pire qu'un instrument et un objet de conquête. Donc par conséquent, je veux vraiment insister sur le fait que nous, Français de corps et d'âme, nous Français patriotes, nationalistes, nous sommes seuls, nous sommes majoritaires encore, et nous sommes seuls légitimes, seuls majoritaires et légitimes. Alors comme je l'ai dit, il s'agit d'un blog, donc modestement d'un travail métapolitique. La grande figure justement de la pensée métapolitique, c'est Gramsci, Antonio Gramsci, dont on sait qu'il défend la thèse selon laquelle l'hégémonie culturelle précède toujours l'hégémonie politique, et par conséquent que la victoire politique suppose une victoire dans les idées. Alors c'est essentiel, bien évidemment. Seulement, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il dit ailleurs qu'un groupe social qui veut conquérir le pouvoir doit être dominant quasiment l'avant-veille de le conquérir. Ça signifie que l'hégémonie culturelle, c'est bien, mais sans l'hégémonie institutionnelle, sans véritablement l'occupation coordonnée de lieux de pouvoir institutionnels, eh bien, elle risque d'être impuissante. Et c'est ce qu'on peut craindre d'ailleurs, parce que la situation qui est la nôtre aujourd'hui est assez paradoxale et stimulante. C'est-à-dire que sur le plan infrapolitique, le sentiment populaire, il s'est opéré une tectonique des plaques, évidente. Il y a une majorité de Français qui, sur la question du multiculturalisme et de l'immigration, sur la question de l'Europe, sur la question du modèle économique et social, alors là c'est un peu moins net, sont majoritairement sur des positions, disons, relativement proches du Front National. Et disons même d'une formation patriote à venir qui naîtrait d'une recomposition imprévisible du champ politique. Bon, mais sur cette ligne-là. Sur le plan métapolitique, dans les représentations, là aussi, il s'est opéré une tectonique des plaques. D'ailleurs, les plus jeunes doivent savoir qu'au début des années 90, c'était absolument effroyable. Hein. Là, pour le coup, toute la bien-pensance qui domine depuis le milieu des années 80 était absolument hégémonique, pour le coup, très arrogante, et on entendait peu de voix dissonantes. Donc ça va mieux de ce point de vue-là. Seulement, entre l'infrapolitique et le métapolitique, il manque le politique, c'est-à-dire le pouvoir, l'hégémonie institutionnelle, pourrait-on dire. Donc, moi, j'aimerais travailler dans le sens de la construction de concepts effectifs, praticables, qui permettent d'investir le champ du politique, en tout cas d'aider une formation politique, aujourd'hui
le Front National ou d'autres, à investir ce champ politique. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire et de répéter jusqu'à l'infini que le réel nous donne raison. C'est vrai d'ailleurs, le réel nous donne raison aux analyses que j'ai simplement esquissées jusqu'à maintenant. Mais on peut se le répéter jusqu'à la fin des temps sans pour autant gagner. Et or, c'est le but. Donc voilà, je voudrais proposer non seulement, alors bien évidemment, des concepts critiques, mais également des concepts pratiques, positifs, je dirais populaires, au sens où il me semble qu'il faut être au milieu de son peuple et de ses sentiments, parce qu'il y a parfois des concepts qui respirent l'avant-garde ou l'avant-gardisme, et qui me paraissent absolument inintelligibles, comme les alliances avec les communautarismes juifs ou arabes que j'évoquais d'ailleurs tout à l'heure. Donc il s'agit d'être radical sans être marginal. Voilà, c'est vraiment ça le principe, radicalité, pas marginalité. Alors, naturellement, quand on se mêle d'écrire ou de parler, comme je le fais sur ce blog, c'est qu'on estime avoir quelque chose à dire que les autres ne disent pas ou ne disent pas aussi bien. Simplement, pas de melonite, je n'arrive pas dans un désert. Il y a un certain nombre de gens qui, depuis 20-25 ans, s'emploient à déconstruire la déconstruction ou à détruire cet ordre de représentation qui possède l'hégémonie culturelle depuis le milieu des années 80 et qui remonte en réalité, dont la cause première remonte à 68. Et je n'hésiterai pas à les mentionner, et puis là je leur rends d'ailleurs hommage sans problème. Je pense à Zemmour, dans son travail de chroniqueur, à Soral, à Finkielkraut. Bon alors, c'est toujours partiel, c'est-à-dire que, bien évidemment, moi je vais prendre chez les uns et chez les autres un certain nombre d'éléments, je n'épouse pas en totalité leurs pensées. Pour Finkielkraut, par exemple, il est évident que je m'intéresse davantage à son propos sur l'école et la culture qu'à ce qu'il dit d'Israël et de la judéité, parce que là, il pense plus, en réalité. Plus à gauche, il y a eu Onfray aussi, dont je ferai un petit portrait tout à l'heure, qui est utile, précieux. Michéa, qui a permis véritablement de recomprendre l'histoire de la gauche et la rupture de 1983, qui en réalité est plutôt une sorte de retrouvaille de la gauche avec sa dimension libérale, en tout cas de la gauche issue des Lumières. Régis Debray, un certain nombre d'autres. Bon, toutefois, bon, ça m'empêche pas aussi, bien évidemment, de me référer à des contemporains un peu moins proches et moins connus. Je pense particulièrement à Georges Burdeau, qui a écrit un classique sur l'État, qui est un peu mal connu, mais qui est très très formateur. À Victor Ehrenberg sur l'État grec, qui ont été pour moi des lectures extrêmement importantes. Et puis, malgré tout, restent les grands classiques, hein, parce qu'il arrive que dans 4 pages de Nietzsche ou 5 d'Aristote, eh bien, on trouve parfois bien plus d'éléments pour penser le monde contemporain que chez des contemporains. Bon. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, dans un certain nombre de formations que j'ai délivrées au Front National de la Jeunesse, au FNJ, de dire aux plus jeunes que il fallait lire. C'est-à-dire que la blogosphère est à la fois un outil magique à certains égards, parce que ça a permis véritablement, là, comme je le fais aujourd'hui, eh bien, de faire entendre des voix discordantes, dissonantes, avec relativement peu de moyens. Mais on ne peut pas se contenter de regarder ou d'écouter parler des gens qui parlent de livres qu'ils ont lus, sans aller soi-même de temps à autre tourner les pages. C'est indispensable parce que ça provoque ou ça appelle une concentration bien plus ascétique que celle qui consiste à regarder ou à écouter. Ça introduit dans le temps long de la pensée et de l'histoire de France. Et puis ça donne aussi des points d'admiration, c'est-à-dire que je crois qu'il faut trouver de grands exemples, et sans la lecture, sans la fréquentation de l'histoire, de la pensée, de la philosophie, eh bien, on risque d'être coupé de cela. Pour finir cette présentation du blog, je voudrais en indiquer l'esprit. Il y a une méthode, il y a des références, mais avant tout, il y a un esprit. Et cet esprit, je le voudrais résolument optimiste, ou en tout cas résolument volontariste. Parce que pour revenir à Gramsci, il y a une autre formule de lui qui est bien connue, qui pose qu'il faut articuler le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté.
Alors la formule claque, il n'y a pas de problème, je peux la faire mienne. Mais si on la laisse telle qu'elle, elle m'a toujours plongé dans une certaine perplexité. Parce que s'il n'y a aucune raison objective d'espérer, l'optimisme de la volonté risque de relever du délire, de l'hallucination ou de l'utopie. Il faut bien trouver des points d'appui dans le réel que la raison découvre précisément. Et c'est tout le boulot que je vais essayer de faire avec d'autres. Donc, optimisme de la volonté, mais également positivité de la raison. Parce que comme je le dis souvent à un copain à moi qui cède parfois au désespoir, je suis optimiste au présent parce que j'ai le sentiment que ça pourrait être infiniment pire encore et que je ne voudrais pas qu'en 2035 ou 2040 nous en revenions à regretter la France des années 2010 en se disant voilà il y a ça et ça qui a tenu et puis parce que plus généralement je suis absolument pour le coup convaincu que le désespoir en politique est une sottise absolue comme disait Maurras. Tout simplement parce qu'il donne la victoire à l'adversaire en le dispensant de combattre. Et ça, nous n'avons pas le droit de le faire. Nous avons un devoir envers ce pays exceptionnel qui nous a été légué en héritage. Et nous aurions ici bien tort, ce serait même une faute de désespérer. Et je m'adressais là d'ailleurs, peut-être tout particulièrement aux plus jeunes qui sont dans cette camisole de flamme dont Matzneff disait qu'elle était la bonne définition de l'adolescence. Ce sera la première, la dernière fois d'ailleurs que je citerai cet auteur pédophile. Mais je voudrais m'adresser aux plus jeunes. Il faut qu'ils sachent que nous sommes seuls, je le disais tout à l'heure, mais nous sommes majoritaires encore, et nous sommes seuls légitimes. Et je voudrais m'adresser de façon plus générale à tous ces Français qui ne s'excusent pas ou plus d'être Français. Ces Français de corps et d'âme, d'histoire, de mœurs, ces patriotes, quoi, hein, en substance, et au sens substantiel du terme patriote. Parmi ces Français, parmi ces patriotes, et parmi les plus jeunes d'entre eux, je voudrais avoir une pensée pour Florence, une petite sudiste, militante, qui a eu un accident de moto à la fin du mois d'août, qui l'a plongée dans le coma. Alors il y a eu quelques petits signes de réaction, etc., mais elle y est toujours. Et je voudrais du fond du cœur lui dédier ce premier entretien. Et je les embrasse, elle et ses parents, Isabelle et Michel.